n'hésitez pas à commencer, à poser vos questions, dans le chat. Stanislas, du coup, qui peut pas parler, se fera un plaisir, je pense, d'y répondre par écrit ou nous, on les prendra également à l'oral. Anaïs, va se faire, la modératrice sur ce point. On essaiera de faire des petites, interruptions à chaque, gros sujet, on va dire, pour vous permettre d'échanger sur chaque élément. Et surtout, n'hésitez pas, voilà, à la fin, on aura notamment 5 minutes d'échange, ce qui permettra de revoir un peu plus en détail les questions. Anaïs, si ça te va, on commence? Si c'est bien? On peut entamer le sujet. Donc je me présente peut-être brièvement Oui, aussi, Anaïs Ferrand, consultante en douane. Voilà, à mon compte depuis à présent, quelque temps, avec une petite expérience dans le domaine quand même. Je me joins donc, au cabinet, d'avocats, de Tiffaine, et Stanislas, donc qu'on a, dans le chat, pour aborder la thématique, des fondamentaux douaniers. Tiffaine, je te laisse la main pour, oui, présenter le sujet. très bien, merci beaucoup. On va commencer tout d'abord par une introduction, au droit douanier. Donc comme vous savez, le droit douanier, il faut l'entendre d'un point de vue, en tout cas de la France, d'un point de vue communautaire, donc européen. Pourquoi? Parce que l'Union européenne est un territoire douanier unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein de cette Union européenne, il n'y a aucun droit de douane, aucune restriction quantitative dans les échanges intracommunautaires. Il n'y a pas non plus d'obstacles tarifaires, d'obstacles non tarifaires, on ne va pas retrouver de droit de douane, on ne va pas retrouver de déclaration de douane. Et qu'est-ce que ça implique? Bah, ça implique forcément qu'on a un tarif douanier commun, ce qu'on appelle le tarif extérieur commun, le TEC. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous allez importer votre marchandise, que ce soit en France, en Pologne, en Allemagne, en Italie, les marchandises seront soumises au même taux de droit de douane. C'est ce fameux tarif douanier commun. Bien évidemment, qui dit tarif douanier commun dit également politique commerciale et douanière commune. On est vraiment vu d'un point de vue extérieur et d'un point de vue douanier comme un territoire unique. Et donc, tout est harmonisé, enfin tout, on va le voir à quelques exceptions près. La réglementation douanière est harmonisée au niveau européen et décidée au niveau du Parlement et de la Commission européenne. Je ne vais pas parler de la Turquie spécialement, mais sachez qu'il y a un petit statut particulier puisqu'elle est assimilée, la Turquie est assimilée au territoire douanier de l'Union, mais on maintient quand même certaines déclarations, donc on n'est pas dans une totale libre circulation des marchandises. Pour reprendre un petit peu les définitions, la terminologie et être sûr qu'on part tous de la même chose, lorsque on acquiert un bien qui d'un pays tiers et qu'il est du coup envoyé dans l'Union européenne, on parle d'importation dans l'Union européenne. Au contraire, lorsqu'on a une marchandise qui est envoyée vers un pays tiers, donc Chine, Vietnam, États-Unis ou autre, on appelle ça une exportation. Donc importation, les marchandises arrivent, exportation, les marchandises quittent le territoire douanier. Lorsque on dédouane une marchandise, on va souvent entendre parler du mot dédouanement, dédouaner une marchandise, c'est attribuer un régime douanier à la marchandise. C'est-à-dire, c'est pas forcément payer des droits de douane, souvent on confond les deux, hein, on confond dédouanement et paiement des droits de douane. Non, c'est attribuer un régime douanier. Attribuer un régime douanier, ça veut dire quoi? Bah, soit on met à la consommation, soit on place dans des régimes particuliers tels que l'entrepôt, un perfectionnement actif, etc. Donc des régimes qui sont un peu plus spécifiques. Au contraire, au sein de l'Union européenne, lorsque on a un bien qui arrive d'un État membre vers la France, on appelle ça une acquisition intracommunautaire. Et au contraire, lorsqu'il y a un bien qui est envoyé vers un autre État membre, on va appeler ça une livraison intracommunautaire, une LIC. Donc pour ces biens-là, pas de déclaration en douane, pas de droit de douane, bien évidemment. Les marchandises sont en libre circulation au sein de l'Union européenne, ce qui sous-entend que un bien qui a été commercialisé librement dans un État membre l'est dans tous les autres États membres. Les seules conditions qui sont liées à ces livraisons de biens, c'est des obligations statistiques et fiscales, et c'est ce qu'on va retrouver dans l'état récapitulatif TVA, et également les MEBI. Les MEBI, donc en fait, c'est l'ancienne DEB, donc déclaration d'échange de biens, qui a été séparée en deux volets, et la majorité des personnes sont soumises également à l'EMEBI pour des raisons statistiques. En face de nous, on a l'administration des douanes. L'administration des douanes, donc c'est une administration centrale,
qui a un rôle de contrôle des marchandises, qui a un rôle également d'accompagnement des entreprises en vue de proposer des solutions pour leur importation, leur exportation, toutes leurs opérations de commerce international. Leurs missions, elles sont triples. On a bien évidemment une mission fiscale, donc recouvrement des droits et taxes qui sont perçus par l'administration. Une mission économique et statistique. On va récolter les informations qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'on importe, qu'est-ce qu'on exporte, à quel prix, etc. Quel montant des droits de douane on a récolté. Et enfin, une mission bien évidemment sécuritaire. L'administration des douanes a pour mission de s'assurer qu'il n'y a pas de marchandises dangereuses qui rentrent sur le territoire, que les marchandises sont aux normes, que les licences ont été sollicitées en cas d'exportation pour des biens qui sont soumis à l'export contrôle, par exemple, donc des biens double usage, des biens militaires, etc. Donc c'est une présence permanente aux frontières pour ce volet sécuritaire. On vous a mis sur le côté quelques chiffres de la mission de la douane, donc c'est extrait de leur rapport annuel, bien évidemment. Vous avez environ 17 000 agents des douanes. Le délai moyen, en 2004, puisque c'était un vieux chiffre, mais il y a de l'infographie, était de 3 minutes. Maintenant, on est quasiment à moins d'1 minute d'immobilisation des marchandises à la frontière. Il y a beaucoup de saisies, que ce soit sur les armes, le tabac, la drogue, les jouets qui sont non conformes, mais également aussi sur des produits qui sont soumis à la convention CITES, donc sur les espèces protégées, donc animaux, etc., faune, flore protégée. Voilà. Donc ça, c'est toujours des informations qui sont assez intéressantes. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse introductive pour vraiment bien vous mettre dans le sujet douanier. Et là, on va rentrer un peu plus en détail dans les fondamentaux. Donc, qu'est-ce qu'on entend par fondamentaux? En fait, on attend nos 3 piliers du droit douanier qui vont nous permettre de déterminer, in fine, le montant des droits de douane qu'on va acquitter. Donc, pourquoi 3 piliers? On va toujours commencer par le classement tarifaire. Le classement tarifaire, c'est la catégorie de marchandises, la catégorie de la marchandise. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est sur une chaise, un ordinateur, une machine, etc., un jouet? À ce classement tarifaire est associé un taux de droit de douane. Donc ce taux de droit de douane, il est déterminé par chaque État. Donc nous, au niveau de l'Union européenne, c'est déterminé par l'Union européenne. En fonction, on va en fonction de la production locale. C'est-à-dire qu'on va venir taxer ce qu'on produit au sein de l'Union européenne pour protéger la production et l'économie européenne. Et au contraire, on va avoir des taux plus faibles, voire nuls, pour des biens qu'on ne produit pas. C'est le fameux exemple par exemple, des téléphones portables. Il y a, avant quelques années, on avait tous ce portable Nokia 3310 parce que Nokia était une entreprise finlandaise, donc une entreprise européenne qui était protégée du coup par les droits douaniers, puisque les taux de droits de douane étaient très élevés sur les téléphones portables à l'époque où il y avait Nokia. Donc on avait quasiment que cette marque-là qui était présente sur le marché européen. Le jour où Nokia a été racheté par une société asiatique, on n'avait plus de société européenne à protéger. Et dans ce cas-là, les taux de droits de douane ont complètement chuté. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez l'importation des téléphones portables, des téléphones intelligents à taux zéro, parce qu'on n'a plus de producteurs européens à protéger. Donc, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le taux de droit de douane, c'est vraiment, mais on pourra y revenir, c'est vraiment un choix politique, économique de protection ou au contraire, faciliter les importations de certains produits qui nous sont nécessaires. Et donc, normalement, si vous importez des marchandises et qu'elles sont soumises à droit de douane, c'est parce que vous avez des alternatives européennes. Je dis bien normalement. Ce taux de droit de douane, il va varier à la hausse ou à la baisse selon l'origine de la marchandise. Donc, à la baisse, c'est parce qu'on va appeler ça l'origine préférentielle. Donc, c'est une origine qu'on va retrouver dans les accords de libre-échange. L'Union européenne a conclu des accords avec des États tiers qui permettent de bénéficier d'un traitement préférentiel. Donc ça, c'est plutôt à la baisse. On vient baisser le taux de droit de douane applicable. Et au contraire, on peut avoir des droits additionnels, donc droits anti-dumping, droits compensateurs, qui vont venir s'ajouter aux droits de douane selon certaines origines lorsqu'on veut punir, sanctionner une politique de dumping, une politique de subvention illégale, etc. Donc tout ça, ce sont des règles qui sont régies par le droit de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc l'idée est de ne pas entraver le commerce international. Et donc c'est extrêmement réglementé.
Et ce taux, qu'on a du coup, plus ou moins modulé selon l'origine de la marchandise, on va venir l'appliquer sur une valeur en douane. La valeur en douane, c'est donc votre base taxable. On va y revenir, c'est par principe le prix facturé, de la marchandise et donc ça, c'est votre base taxable. On applique ce taux et ça vous donne le fameux montant des droits de douane que vous allez devoir acquitter et qui du coup, c'est ce montant de droits de douane qu'on va pouvoir éventuellement optimiser ou du moins sécuriser pour s'assurer qu'on acquitte le bon montant. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail de ce qui est, le classement, l'origine et la valeur qui sont, bon voilà, comme je l'ai dit, nos 3 piliers, fondamentaux du droit douanier. Peut-être Tiffen, excuse-moi, je crois que maintenant j'ai réussi à me connecter. Bonjour à tous. Ça marche enfin, même normalement ma caméra va marcher aussi. Bonjour à tous, et effectivement je voulais juste ajouter sur les 3 points là que tu évoquais, sont véritablement les 3 points de contrôle en fait de l'administration. Si on parle de contrôle et de contentieux douanier, tout porte sur ces 3 sujets-là, code, valeur, origine, parce que ce sont les éléments financiers de la douane. Donc c'est des sujets sur lesquels il faut être effectivement très précautionneux et sur lesquels, si vous avez un doute, effectivement, il faut sécuriser. Souvent, on a la réaction de certaines personnes qui nous disent: «Je suis pas concerné par ces sujets-là». En réalité, si vous avez des opérations, d'importation et d'exportation, vous êtes forcément concerné par un sujet de code douanier, de valeur ou d'origine. Voilà, simplement la précision, sont les sujets les plus contrôlés et donc gardez en tête que c'est les 3 points à sécuriser. C'est pour ça qu'on va rentrer dans le détail de chacun de ces points. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, parfait. Donc du coup, le classement tarifaire. Donc qu'est-ce que c'est? On entend plein de dénominations différentes, plein de libellés. On va retrouver le code douanier, le système harmonisé, nomenclature combinée, nomenclature douanière, HS code, position tarifaire, classification, customs code, enfin tout type, de dénomination, ça concerne la même chose, c'est le classement tarifaire de la marchandise. Et donc ce classement tarifaire, qu'est-ce que c'est? C'est son identification en douane. Parce qu'évidemment, dans un monde mondialisé où on ne parle pas tous la même langue, où on n'a pas tous la même culture, les mêmes références, il était nécessaire de mettre en place une nomenclature pour permettre d'identifier clairement la typologie des marchandises. Donc, on a une harmonisation au niveau international qu'on appelle le système harmonisé. Le système harmonisé, c'est une nomenclature euh, qui reprend jusqu'à 6 chiffres le détail des marchandises. Donc 6 chiffres, pourquoi? En fait, ça marche par paire. Donc par exemple, vous avez le premier chapitre qui est les animaux vivants, donc 01. Ensuite, vous avez, ça fonctionne en entonnoir, vous avez à chaque fois des précisions. 0101 cheval et 0101 10, par exemple, cheval de course, enfin, je dis n'importe quoi. Mais voilà. Et donc, à chaque fois, chaque paire de chiffres va venir rajouter une précision dans le chapitre, la position, sous-position concernée. On prend ensuite ce système harmonisé. Donc, au niveau international, normalement, quel que soit l'état où on importe, exporte des marchandises, on trouvera toujours les mêmes 6 chiffres pour la même marchandise. On prend cette nomenclature au niveau national et nous au niveau européen, donc au niveau communautaire, et on va rajouter 2 chiffres. C'est ce que nous, on va appeler la nomenclature combinée. La nomenclature combinée, donc c'est les 6 chiffres plus 2, on arrive à 8 chiffres, et ça vous donne votre taux de droit de douane applicable, comme je l'expliquais, qui est déterminé du coup par l'Union européenne. Et enfin, on va rajouter encore 2 chiffres pour arriver à 10, donc 8 plus 2, 10. Et ça, c'est notre TARIC. Et le TARIC, c'est ce qui va vous permettre de déterminer s'il y a des réglementations spécifiques qui vont s'appliquer, donc droit anti-dumping, est-ce que je suis soumis à des licences d'importation, est-ce que je dois faire des contrôles sanitaires, etc., etc. Et enfin, au niveau national, on peut avoir certains codes additionnels pour, par exemple, des taxes nationales spécifiques, taxes sur le plastique, taxes environnementales ou autres. Le classement tarifaire, il est extrêmement important puisqu'il va impacter le coût de douane, donc le coût des droits de douane. Si vous n'appliquez pas le bon taux, pardon, forcément, vous n'acquittez pas le bon montant de droits de douane. Donc que ce soit à la hausse ou à la baisse, donc soit défavorable pour vous, soit défavorable pour la douane et vous risquez un redressement. L'application d'autres règlements, donc de normes, sécurité, santé, comme j'ai dit, des licences, des certificats, etc. Pour des raisons statistiques, ça c'est très important, l'Union européenne collecte les statistiques des opérateurs pour savoir ce qu'on exporte, importe, et ensuite pour déterminer les règles d'origine. Donc on le verra dans un second temps,
l'origine du marchandise va être déterminée notamment grâce à son code douanier. Donc, c'est très important de sécuriser ce point en priorité. Je me permets Oui, peut-être, nous n'avons pas fini le classement tarifaire. Peut-être à la fin du non, classement tarifaire? ouais, très bien, bah, je te ferai signe, Anaïs. Oui, il y a un petit exemple de pourquoi c'est important de bien sécuriser son classement. Donc là, c'est un exemple grand public, hein, lorsque les GoPro sont sortis, donc vous savez, ces caméras portables, les opérateurs les ont classés en tant qu'appareil photographique numérique et donc qui étaient, comme on le voit, exonérés de droits de douane. Donc la position 85-25, 80-30. L'administration des douanes a contrôlé et a estimé que non, ce n'étaient pas des appareils photographiques numériques, mais qu'on était plutôt dans la catégorie caméscope autres et qui étaient bien évidemment soumises à 14% de droits de douane. Il y a eu vraiment un débat juridique, puisque les deux positions se valaient. C'est en fait le désavantage et aussi l'intérêt du classement tarifaire, c'est que c'est sujet à interprétation, c'est sujet à débat. Quand on n'a pas de position spécifique, et ben forcément, plusieurs positions peuvent entrer en jeu et donc être applicables. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est l'Union européenne qui est venue trancher en expliquant que voilà, si la GoPro avait une capacité jusqu'à tant d'enregistrement, tant de minutes d'enregistrement, on était sur un appareil photo. Si ça allait au-delà, on tombait sur le caméscope. Et donc, c'est pour ça aussi que vous avez certains biens qui sont finalement bridés ou dont les fonctionnalités ont été modulées pour tomber dans l'une ou l'autre des catégories de la nomenclature combinée et donc avoir un taux de droit de douane plus avantageux. Donc, on voit l'impact du droit douanier finalement dans même la production, la conception des produits, puisqu'en fait, ça va avoir 14% de droits de douane versus 0% de droits de douane, bah forcément, ça a un impact non négligeable pour la société, puisque les droits de douane, nous le rappelons, ce ne sont pas des droits qui sont récupérables, donc c'est forcément une perte sèche pour la société qui doit être compensée d'une autre manière. Je crois que j'ai encore... Voilà. Donc, comment on classe sa marchandise? Eh ben, tout d'abord, il faut vraiment les compétences d'un juriste qui connaît la réglementation douanière, mais également d'un technicien qui connaît les caractéristiques techniques du produit. Et ensuite, grâce à ces éléments, eh ben, on va regarder les règles générales d'interprétation, le libellé des positions. Voilà, est-ce qu'il y a une position qui a exactement le nom de mon produit, comme voilà, quand les téléphones intelligents sont sortis, on a créé une position téléphone intelligent. Les notes de section, les notes de chapitre qui viennent apporter des précisions sur ce qui est inclus dans chaque chapitre, position ou sous-position. On analyse du coup les caractéristiques techniques, la fonction principale, la destination. On va également regarder s'il y a des antécédents. Par exemple, l'Union européenne va se prononcer, voilà, comme je l'ai dit, par exemple, sur la GoPro ou sur d'autres problématiques, sur d'autres produits, pardon. Donc, elle part des règlements de classement où elle vient se prononcer, mais également elle va délivrer des rescrits qu'on appelle des renseignements tarifaires contraignants, des RTC. Ça, ce sont les autorités douanières qui se prononcent sur demande d'un opérateur sur un produit spécifique et qui vont attribuer un code douanier du coup à ce produit. Donc c'est opposable qu'entre l'administration et l'opérateur, mais ça peut permettre, grâce à la base de données qui centralise l'intégralité des RTC européens, d'avoir une idée de ce qu'a, si on a par exemple un produit similaire, de savoir comment il a été classé par telle autorité douanière. Donc ça permet une uniformisation du droit douanier au niveau européen, puisque, je le rappelle, c'est une réglementation européenne. Et on a également des jurisprudences de l'Union européenne, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui parfois se prononcent sur le classement de certains produits. Et en cas de doute, on fait une étude spécifique. Donc, on est accompagné par des avocats, des consultants, des accompagnements. Et on peut solliciter nous-mêmes, du coup, ce fameux rescrit, ce fameux RTC, qui viendra sécuriser pendant 3 ans notre, notre classement tarifaire. Voilà. Anaïs, si tu as des... Je voulais revenir sur venir sur le RTC. Alors le Oui, RTC, tout le monde peut effectivement faire une demande de RTC. Sachez simplement qu'une fois que le RTC est établi, à votre nom, vous avez l'obligation, de l'utiliser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une demande de RTC et un HS code est donc donné par la douane
et par la suite décider: «Ah bah non, ce RTC me convient pas, ce HS code me convient pas, je vais en mettre un autre à la place». Ça, c'est pas possible. Vous avez l'obligation d'utiliser le HS code donné par, le service des douanes. Oui, un excellent point effectivement. Il faut, avant de demander un RTC, faire une étude de risque. Quel est le risque qu'on m'attribue une position qui m'est, complètement défavorable? Et ça effectivement, c'est un excellent point. Merci beaucoup, Agnès. Ouais, pardon, Tiffany, je voulais juste Ouais, rajouter sur trois petits points très rapides sur le classement également. Comme tu l'as dit, c'est un choix politique hein, dans tous les pays. Normalement, ce qui n'est pas produit dans l'Union européenne devrait être exonéré de droits de douane. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de fournisseur européen et que vous êtes obligé de vous fournir à l'étranger, hors Union européenne, vous ne devriez pas avoir de droits de douane puisqu'il n'y a personne à protéger. Et donc, vous pouvez faire des demandes de suspension tarifaire. C'est un point à garder pour éventuellement optimiser les droits de douane. Deuxième point, on nous pose souvent la question, est-ce qu'il est obligatoire de mentionner un code douanier sur une facture? Non, c'est pas obligatoire. Ça arrive souvent parce que c'est beaucoup plus simple à gérer, notamment pour votre représentant en douane. Si vous inscrivez un code douanier sur votre facture, précisez bien néanmoins code douanier européen pour information uniquement, de manière à ce que vos clients à destination ne soient pas enfin que ça ne soit pas engageant pour vos clients et qu'ils aient la liberté d'adapter le code douanier en fonction des réglementations de leur pays de destination. Et troisième point, voilà, ça relève vraiment d'une méthodologie, c'est le slide que l'on a sous les yeux. Il y a peu de cas dans lesquels on n'arrive pas à réellement déterminer un code douanier. Ça arrive voilà, quasiment jamais. Donc, on a toujours un code à déterminer. Gardez-le en tête. Appliquez cette méthodologie. Et effectivement, vous pouvez le sécuriser de cette manière. Je vois qu'il y a quelques réactions sur le chat et j'en profite pour dire bonjour à l'excellente Sylvie qui est avec nous, que j'ai plaisir à retrouver, qui répond d'ailleurs à certaines questions. Merci Sylvie. Euh, et effectivement, bah voilà, le code, mettez effectivement uniquement le HS code, par exemple, ça sera moins engageant et plus pratique. Et le HS code, encore une fois, les 6 premiers chiffres qui sont harmonisés au niveau mondial. Voilà, pardon, Tiffany, je te laisse la main. non, parfait. Je vais Heu, répondre à certaines questions sur le chat également. et ouais, n'hésitez pas à vous poser vos questions sur le classement, tarifaire. On va passer du coup au deuxième pilier, sur l'origine. Alors, l'origine, qu'est-ce que c'est? L'origine, c'est vraiment la nationalité économique de la marchandise. Donc c'est pas sa provenance, c'est pas son statut, c'est vraiment là où la marchandise a été fabriquée ou du moins suffisamment, substantiellement transformée pour qu'on considère qu'elle a, du coup acquis, l'origine du pays où a lieu cette transformation ou cette fabrication. L'origine, elle est très importante puisqu'elle va permettre du coup à l'importation, bah, de déterminer, le niveau de perception de droits de douane. Voilà, comme j'ai dit, est-ce qu'on applique, le tarif extérieur commun, donc le taux de droit commun, ou est-ce qu'on applique un taux préférentiel si, par exemple, c'est un bien originaire d'un pays partenaire avec lequel l'Union européenne a conclu des accords de libre-échange et donc qui peut éventuellement bénéficier d'un traitement préférentiel? Ou au contraire, est-ce qu'on applique des mesures de politique commerciale comme des droits anti-dumping, des quotas, éventuellement des contingents, et cetera, qui peuvent être fondés sur l'origine de la marchandise? À l'exportation, donc je le rappelle parce que c'est une question qui a été posée dans le chat, à l'exportation, il n'y a pas de droit de douane puisque la marchandise quitte le territoire. On va uniquement contrôler que, la marchandise n'est pas éventuellement dangereuse, donc on va s'intéresser à des biens militaires, des biens double usage et cetera. Mais sinon, il n'y a pas de droits et taxes qui sont dus lors de l'exportation de la marchandise. Par contre, pour l'origine, éventuellement, si vous êtes fabricant, producteur ou d'un bien, vous allez pouvoir certifier une origine, préférentielle ou pas, certifier une origine pour permettre à votre, du coup, acheteur, enfin partenaire commercial à l'importation, lui, de bénéficier éventuellement d'un tarif préférentiel ou du moins de sécuriser l'origine à l'importation lorsqu'il importe les produits. Et enfin, bah, évidemment, forcément, l'origine est nécessaire pour des raisons statistiques. Comme toujours, on collecte toutes les informations. On a 2 types d'origine. L'origine qu'on appelle non préférentielle, c'est l'origine de droit commun qu'on va appeler le made in, et on a également l'origine préférentielle qu'on retrouve du coup dans les accords de libre-échange. Donc pour rentrer un peu plus en détail sur la différence de ces deux, parce que c'est très important de bien comprendre. L'origine non préférentielle, donc c'est l'origine de droit commun.
toute marchandise a une origine non préférentielle. C'est elle qui va déterminer, voilà, si on applique le tarif extérieur commun ou si on applique des politiques commerciales autres, contingent, droit anti-dumping, droit compensateur. Elle permet également le marquage de l'origine, donc le made in. Si un produit revendique un made in, c'est qu'il a appliqué les règles de l'origine non préférentielle qui sont déterminées par chaque État, enfin, par chaque territoire douanier. Et en principe, en tout cas dans l'Union européenne, on n'a pas besoin forcément d'avoir un certificat qui vient justifier de l'origine non préférentielle des marchandises. Ça, c'est pas nécessaire, du moins dans l'Union européenne. En plus, donc ça, toutes les marchandises ont une origine non préférentielle, ça c'est très important. En plus de cette marchandise non préférentielle, dans le cadre de certaines relations, de certains flux, donc entre l'UE et des pays partenaires, donc des pays avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords de libre-échange ou des accords de partenariat, on peut avoir une origine préférentielle. Donc l'origine préférentielle, elle va uniquement servir à bénéficier d'un traitement préférentiel, donc un taux de droit de douane réduit ou nul, à l'importation dans le pays partenaire. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'Union européenne c'est une préférence tarifaire, voilà, clairement, qui est bilatérale du coup entre l'Union européenne et le pays partenaire. Vous avez certains cas où c'est unilatéral pour les pays du coup en voie de développement, majoritairement, où c'est uniquement à l'importation dans l'UE où il y a des tarifs préférentiels. Et donc, pour déterminer si une marchandise a l'origine préférentielle, on va se référer à l'accord dans lequel on va trouver un protocole d'origine qui va venir nous dire, pour telle marchandise, donc telle marchandise sous-entendu tel code douanier, il faut appliquer cette règle d'origine. Et donc, si vous remplissez cette règle d'origine, votre produit a l'origine préférentielle UE ou autre, et donc vous pouvez bénéficier d'un traitement préférentiel à l'importation. Pour pouvoir bénéficier de ce traitement préférentiel, donc ce taux de droit de douane réduit ou nul, il faut présenter une preuve de l'origine. Et donc, la preuve de l'origine, elle doit normalement être présentée au moment du dédouanement. Je ne sais pas si je en reparle plus tard, mais on a 3 types de preuves. Un, le certificat d'origine, qu'on va appeler nous un certificat EUR1 ou EURMET dans certains cas. Donc ça, c'est un certificat qui est délivré par les autorités douanières du pays, autorités douanières ou chambre de commerce, ou ça dépend des États, mais en France, ce serait plutôt chambre de commerce. Vous avez ce qu'on appelle l'attestation d'origine, donc c'est une mention sur votre facture commerciale qui vient où vous certifiez directement l'origine de votre produit. Et enfin, on a comme troisième mode de preuve la connaissance de l'importateur, où il n'y a pas de document qui est délivré par l'exportateur, c'est l'importateur directement qui certifie l'origine. Donc, on ne fait pas de confusion sur l'origine. L'origine, ce n'est pas le pays de provenance. Ce n'est pas parce que vous achetez un bien qui vient de Suisse qu'il a l'origine suisse. Ce n'est pas non plus le statut de la marchandise. Donc voilà, par exemple, si vous importez au Maroc et que vous savez que la marchandise a été douanée en France, ça ne veut pas dire que la marchandise, elle est origine France. Et enfin, ce n'est pas non plus le pays, la nationalité du fournisseur. Ce n'est pas parce que, par exemple, vous achetez un bien auprès d'un fournisseur européen et que, éventuellement, lui fait des fabrications, que forcément la marchandise a acquis l'origine préférentielle ou non préférentielle UE. Donc, c'est très important de bien sécuriser ce point avec les règles d'origine. Donc, l'origine, elle va avoir un impact assez important sur votre sourcing, votre choix de sourcing. Voilà, par exemple, on a un cas où si je viens acheter du fil chiné aux Philippines, et éventuellement, je peux bénéficier d'une origine préférentielle, donc d'un traitement préférentiel, je ne paye pas de droit de douane à l'importation dans l'UE. Au contraire, si j'achète ce même fil à un fournisseur chinois, je vais payer 3,8% de droit de douane, par exemple. Donc effectivement, des fois, dans le choix du sourcing, un fournisseur, par exemple, chinois peut avoir un prix de vente plus avantageux, mais in fine, avec les taux de droit de douane, ce serait plus avantageux de payer légèrement plus cher le prix unitaire, mais d'avoir moins de droits de douane à l'importation. Donc ça, c'est vraiment un choix, on va dire, stratégique des opérateurs. Et au contraire, donc ça, c'est plutôt quand ça se passe bien, on peut optimiser. Au contraire, on peut avoir des droits additionnels. Donc, par exemple, vous achetez un vélo du Brésil, vous avez le tarif extérieur commun qui est à 14%, pas de difficulté, on applique le tarif. Au contraire, vous achetez une bicyclette de Chine, vous avez non seulement les droits de douane à 14%, mais en plus,
vous avez des droits anti-dumping à 48,5 qui vont s'ajouter, en plus. Donc c'est-à-dire que vraiment là, on est sur une différence de coût qui est extrêmement importante, donc il vaut mieux peut-être, payer un peu plus cher son vélo, du Brésil, plutôt que d'avoir à acquitter, des droits anti-dumping, en raison de l'origine chinoise de la marchandise. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des éléments qu'il faut garder en compte lorsqu'on fait son choix de production, son choix de sourcing, d'approvisionnement. Donc comment on détermine l'origine préférentielle, de sa marchandise? C'est facile, soit il y a qu'un seul pays qui est intervenu, donc par exemple, ça va être ce qu'on appelle des produits entièrement obtenus, donc des minerais, des animaux, heu, voilà, tout type des céréales, des produits agricoles qui sont obtenus dans un seul pays, pas de difficulté, l'origine sera celle de ce pays. Et au contraire, lorsqu'il y a plusieurs pays qui interviennent, donc la majorité des produits, on va utiliser le critère de la transformation substantielle dans le cadre de l'ONP ou du critère de la transformation suffisante dans le cadre de l'OP. Et donc, on a 3 types, de règles qui vont s'appliquer. Soit on considère qu'il y a un changement de position tarifaire, donc c'est-à-dire que les composants qui sont non UE sont classés à une position différente, du produit fini. Soit on a une opération spécifique qui est demandée, ça peut être, le tissage, il faut que le tissage se fasse pour des vêtements par exemple, se fasse dans l'UE, que le mélange se fasse dans l'UE et cetera. Soit une règle de valeur ajoutée, on va demander à ce que dans l'UE, les opérations, aient permis d'acquérir une certaine valeur ajoutée. Donc je le répète, pour l'origine préférentielle, les règles sont contenues dans les accords de libre-échange, et pour l'ONP, c'est contenu dans les règles édictées par l'Union européenne. Donc les 3 preuves de l'origine, certificat, attestation, connaissance de l'importateur, j'y reviens pas puisque je l'ai mentionné juste avant. Et voilà, ce qui nous permet de conclure sur l'origine. Alors, Anaïs ou Ouais. oui, voilà. Oui, tout comme, la classification tarifaire, excusez-moi, donc on avait le RTC qui permettait donc de définir, officiellement le HS code pour votre produit et de la même manière que, pour, le HS code, vous avez le RCO pour l'origine. Donc vous pouvez faire une demande de RCO afin, d'être certain de l'origine de votre produit. Oui, parfait. Merci beaucoup, c'est très important. Donc, le RCO, que ce soit sur origine préférentielle ou non préférentielle, ça peut vous permettre vraiment de sécuriser vos importations, vos exportations. Pas de questions particulières dans le chat? Non, c'est tout. Donc peut-être simplement rappeler, Ouais, Tiffany, que c'est un des sujets sur lesquels il y a beaucoup de contrôles en ce moment. Enfin, il y a des contrôles sur, les codes douaniers, la valeur, l'origine évidemment, mais notamment origine préférentielle à l'exportation, on rencontre pas mal de contrôles diligentés à la demande des autorités du pays de destination. Voilà, simplement à garder en tête aussi. Ça peut arriver, il peut y avoir des risques, y compris à l'exportation. oui, et les risques sont d'autant plus élevés que, les marchandises seraient éventuellement soumis à des droits anti-dumping. Là, on l'a vu par exemple sur les vélos, si vous achetez un vélo d'un pays, on va dire, asiatique situé près de la Chine, s'assurer que le produit est bien fabriqué dans ce pays, donc par exemple en Thaïlande, en Malaisie et pas en Chine, puis transbordé en Malaisie ou en Thaïlande, ce qui ne changerait rien puisque ça ne viendrait pas changer l'origine de votre produit, puisque je le rappelle, c'est pas origine différente de provenance. Et donc, bien s'assurer que votre fournisseur produit lui-même localement dans le pays où vous achetez la marchandise pour éviter toute mauvaise surprise. Il y a évidemment beaucoup de contrôle sur ces sujets. On va passer du coup à notre dernier pilier, donc qui est la valeur en douane. Donc la valeur en douane, je le rappelle, c'est la base taxable puisque les droits de douane dans la plupart des pays sont calculés sur une base qu'on appelle ad valorem. Donc on applique un taux en pourcentage sur la valeur des marchandises importées. Les exceptions, ça va être par exemple la Suisse. C'est une exception. La Suisse n'applique pas le taux sur une valeur, mais sur le poids de la marchandise ou la quantité importée. Donc, quelle que soit la valeur de la marchandise, on appliquera le même taux selon le poids ou la quantité. Et dans l'UE, on aura quelques exceptions pour les produits, notamment pour l'alcool. Sécuriser sa valeur en douane, c'est également très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est votre base taxable, une simple erreur va venir changer tous les droits à l'importation que vous auriez dû acquitter. Donc les droits de douane, la TVA à l'importation, l'octroi de mer, donc pour tout ce qui est importation dans les départements d'outre-mer, et également droit anti-dumping ou anti-subvention compensateur.
Donc, une simple erreur, hop, on peut revoir la base taxable. Donc, c'est un des éléments qui est extrêmement contrôlé par l'administration des douanes. Et on va le voir pourquoi, parce que c'est pas si simple. En effet, par principe, votre valeur en douane, c'est ce qu'on appelle votre valeur transactionnelle. Donc, c'est le prix qui est payé ou à payer, en tout cas le prix qui est facturé lors de l'importation. On utilise du coup cette valeur transactionnelle et on va venir la majorer ou la minorer pour prendre en compte certains éléments. On va le voir juste après. L'idée, c'est de prendre en compte tous les éléments pré-importation, donc avant l'importation, donc le transport, les redevances, etc., qui ont été nécessaires au transport et à la production des marchandises. Et au contraire, on va exclure tous les biens, tous les coûts, pardon, qui auraient été éventuellement induits par des frais post-importation, donc après l'importation, tels que le transport dans l'UE, le déchargement, etc. Et on va le voir lorsqu'il n'y a pas de vente, donc lorsqu'on n'a pas de valeur transactionnelle ou lorsque cette valeur transactionnelle est considérée comme rejetée pour certaines conditions, on va appliquer des méthodes secondaires. Donc, juste pour information, la détermination de la valeur en douane est vraiment harmonisée au niveau international, c'est-à-dire qu'on applique tous à peu près la même méthode. C'est l'article 7 du GATT. Et donc, contrairement au classement tarifaire qui est un peu plus sujet à interprétation, où vraiment il peut y avoir des débats, la valeur en douane, c'est tranché. C'est-à-dire qu'il y a une seule valeur en douane pour un produit, c'est pas sujet à interprétation. Il y a bien évidemment quelques difficultés, on va dire, juridiques, mais finalement, les contentieux jusqu'aux juridictions, du moins, ou devant la CJUE, sont assez limités sur cette question, puisqu'en fait, la réglementation est plutôt claire. Et il y a beaucoup de contrôles parce que c'est pas si facile à déterminer pour les opérateurs. Donc, on va le voir pourquoi. Donc, on va prendre notre valeur transactionnelle. Il y a 4 conditions d'acceptabilité pour qu'on puisse utiliser cette valeur transactionnelle. 1, il n'y a pas de restriction pour l'utilisation de la marchandise. Par exemple, on ne dit pas, bah voilà, tu peux utiliser la marchandise que dans un rayon de 50 km de ton lieu de stockage. 2, il n'y a pas d'éléments indéterminables. Par exemple, le prix de vente va dépendre de certaines redevances, va dépendre de certains éléments, etc. 3, il n'y a aucune partie du produit de la revente ou de l'utilisation qui revienne au vendeur. C'est l'exemple où je te vends mon bien 10, mais dès que tu le revends, tu me redonnes 2. Voilà. Ça veut dire que le prix n'est pas complètement déterminé au moment de l'importation. Et 3, il ne faut pas que les parties soient liées ou que si elles sont liées, que cette relation, ce lien, n'ait pas influencé le prix. Donc ça, c'est toute la problématique du prix de transfert. Donc le prix de transfert, c'est le prix qu'on vient déterminer dans les relations intra-groupes. On va s'assurer que c'est un prix qui correspond aux règles de marché, à une valeur réelle et que ce n'est pas influencé par forcément la relation entre les deux entités du même groupe ou voilà, du même groupe. Voilà, donc une fois qu'on a bien vérifié ces conditions d'acceptabilité, on peut utiliser du coup notre valeur transactionnelle et on va venir s'assurer que cette valeur transactionnelle, elle comprend tous les éléments qu'on a mis à gauche ici. Donc ça va être les commissions à la vente, les redevances, les coûts des emballages, les coûts des outils, des matières premières, des moules qui ont été utilisés pour la production, le coût des matières consommées lors de la production, les travaux d'ingénierie, R&D, etc., etc. Donc la liste est très longue. Et pourquoi il y a pas mal de contrôles et pourquoi, quand la douane vient contrôler, souvent elle trouve quelque chose, c'est que ce sont ces informations, ces coûts, ces frais, ces commissions, etc. Ce sont souvent pas des données qui sont forcément remontées au service douane ou du moins à la personne en charge de déterminer la valeur en douane. Pourquoi? Parce que ça peut relever de différents services. Voilà, par exemple, vous pouvez avoir le service financier qui paye une commission sans forcément informer le service douanier. Vous pouvez avoir la R&D, voilà, qui sollicite une étude sans forcément le mentionner. Et donc, la valeur en douane, ce qu'il faut vraiment retenir et ce qu'il faut que vous gardiez bien en tête, c'est que c'est important de solliciter tous les services de la société pour être sûr qu'on collecte toutes les données qui doivent être et tous les éléments qui doivent être inclus dans cette valeur en douane. C'est là où la sensibilisation et le fait de former à la matière douanière au sein de l'entreprise est très importante puisqu'en fait, ça va vous permettre, voilà, les gens vont se dire: «Ah oui, c'est vrai, là, j'ai envoyé, un moule pour la production de notre marchandise, il faut peut-être que j'en informe le référent en douane» et cetera. Voilà, donc ça, c'est vraiment, un point, où il y a beaucoup de contrôle, beaucoup de redressement parce qu'on vient toucher la base taxable et que c'est très facile pour les douaniers d'identifier, les éléments qui n'auraient pas été éventuellement ajoutés. Et enfin, on vous a mis du coup les éléments à exclure
Bon, là, le risque est moindre puisque c'est-à-dire que votre base taxable est plus importante, mais c'est juste une perte pour vous. Ça va être les frais de déchargement, les frais de transport intra-UE, et cetera. Voilà, je rentre pas forcément dans le détail. Donc attention à cette valeur transactionnelle qu'il faut venir moduler, pour qu'elle corresponde vraiment à la valeur lors de l'importation de la marchandise, lorsque la marchandise passe la frontière de l'UE. Et donc voilà, on vous a mis un petit, slide donc pour garder en tête. On garde bien en tête les frais de moule, les commissions, les frais de transport, les royalties et les paiements. Ouais, peut-être, Et excuse-moi Tiffany, il y a quelques questions pardon, sur le chat auxquelles j'ai répondu très rapidement, ouais, notamment sur ce qu'on appelle nous les gratuits en matière de valorisation en douane. Pour la douane, il n'y a pas de. Ça, c'est une problématique commerciale, le fait que vous attribuiez ou non une valeur transactionnelle à vos produits. La douane voit simplement passer des flux, et donc chaque importation ou exportation doit être valorisée, y compris s'il n'y a pas de transaction commerciale. Pour ça, vous pouvez utiliser des méthodes secondaires qu'on va aborder dans un instant. Et donc, vous devez à chaque fois faire pour ces produits gratuits ce qu'on appelle une facture pour douane. La question a été abordée, Anaïs y a apporté une excellente réponse à l'instant. Mais effectivement, une facture pour douane qui vous permet de déterminer, voilà, de démontrer à l'administration quelle est la facture que vous avez quelle est la valeur, pardon, que vous avez déterminée. Et évidemment, cette valeur doit être avérée. On voit trop souvent passer des éléments à 1 euro, 1 dollar, parce que vous considérez qu'il n'y a pas de valeur commerciale. Là, cette facture pour douane, elle n'a pas de notion comptable ou commerciale, c'est uniquement pour la douane, comme son nom l'indique, et vous devez déterminer la valeur réelle, la valeur de marché, au risque sinon d'avoir un redressement. J'ai l'impression qu'on est complètement connecté avec Anaïs au moment où je disais valeur de marché, elle vient de préciser, comme s'il était vendu sur le marché, c'est tout à fait ça. Attention, là encore une fois, la valeur, sujet très contrôlé, alors je ne veux pas vous faire peur, mais voilà, sur cette image, on voit bien les risques de cette valeur en douane, donc sur les commissions à réintégrer, les frais de transport à réintégrer, les redevances éventuelles à réintégrer, les frais de moule également, moule pour lequel vous utilisez, enfin, vous produisez vos produits réimportés. Voilà, attention également à bien déterminer une valeur correcte pour les gratuits et les échantillons, c'est la même chose. ouais, merci beaucoup, Stan. Et du coup, dans l'hypothèse où vous n'auriez pas, du coup, voilà, de valeur transactionnelle, donc c'est le cas par exemple des échantillons gratuits, comme vient de l'expliquer, vous avez des méthodes qui sont déterminées au niveau international, des méthodes alternatives, secondaires, qui sont au nombre de 4 et qui doivent être appliquées dans l'ordre. Donc, c'est-à-dire que si la première vous a permis de déterminer la valeur en douane, vous arrêtez là, et sinon, vous continuez jusqu'à ce que vous ayez réussi. Donc, vous en avez 4. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas trop prendre de temps sur les risques douaniers. Et vous avez la méthode comparative, on utilise une valeur transactionnelle de produits similaires. La méthode déductive, on utilise la valeur le prix de revente de la marchandise et on vient remonter le temps pour arriver au moment où la marchandise a été importée. Méthode de la valeur calculée, on prend en compte les coûts des matières, des opérations, les bénéfices, frais de transport, etc. On fait une addition. Et enfin, la méthode du dernier recours, on utilise toutes les données objectives qu'on a à notre disposition pour justement déterminer une valeur qui correspond à une valeur de marché, à la valeur réelle des marchandises. Voilà, donc ça conclut la partie du coup sur la valeur en douane. Anaïs, éventuellement, est-ce que tu avais quelques commentaires ou c'est tout bon? Oui, je réponds à une question, la question de Christelle Brard, qui demandait donc à quel moment on utilise une proforma invoice. Alors, une proforma étant un devis et donc par conséquent un document non définitif, vous ne pouvez pas utiliser une proforma, normalement, que ce soit à l'export ou à l'import, sauf si derrière on fait une demande d'autorisation d'ajustement de la valeur. Maintenant, en pratique, à l'export, effectivement, on reçoit souvent des proformas, donc il y a une certaine tolérance, mais sachez qu'en théorie, il ne doit pas être utilisé un document proforma lors de l'établissement d'un acte déclaratif douanier, puisque les valeurs doivent être définitives, quitte à, même si vous, admettons, vous envoyez des échantillons à l'étranger, faites une facture sans paiement, c'est un document définitif, jamais de proforma. Oui,
c'est vrai que par abus de langage, on dit souvent une proforma, alors qu'en fait, c'est une facture pour douane, une facture, enfin voilà, c'est éviter le mot proforma qui a tendance à tendre un petit peu nos amis douaniers. Voilà, on va terminer du coup sur cette dernière partie qui concerne du coup les risques douaniers. Juste pour rappel, on aura un webinaire qui sera dédié spécifiquement au contrôle et contentieux douanier. On va aller un peu plus dans le détail de ces risques. Donc n'hésitez pas à vous connecter lors de ce second webinaire. Mais là, pour ceux qui ne pourraient pas, c'est quand même important dans les fondamentaux douaniers de bien comprendre les enjeux. Pourquoi est-ce qu'on vous met tant la pression sur le classement, l'origine, la valeur? C'est justement parce que les risques sont assez significatifs, comme on va le voir tout de suite. Donc, les infractions en matière douanière. Donc, il faut savoir qu'en matière douanière, en France, une infraction douanière, c'est une infraction pénale. C'est-à-dire qu'on applique vraiment les principes de droit pénal, donc on applique le code de procédure pénale. Il nous faut donc un élément légal. L'élément légal, c'est une violation aux règles, donc que ce soit les règles du Code des douanes de l'Union ou du Code des douanes nationales. Il nous faut un élément matériel, un accomplissement d'un acte ou une omission. Donc, par exemple, j'ai oublié de faire une déclaration, c'est une omission, ou au contraire, j'ai importé une marchandise, ça reste quand même un accomplissement d'un acte. Et l'élément moral, normalement, l'élément moral en droit douanier, il est quelque peu oublié, puisqu'en fait, on ne va pas du tout s'intéresser à votre intention, l'intention de commettre une infraction. Ça va être oublié dans quasiment la totalité des cas. Ce qui va compter pour les douaniers, c'est voilà, le fait qu'il y ait un acte qui a été accompli et que c'est contraire à la réglementation. Donc, vous avez, selon le degré de l'infraction, vous avez des contraventions douanières ou des délits douaniers. Donc, contraventions douanières, on va retrouver d'abord toutes les infractions au code qui ne sont pas forcément plus sévèrement réprimées. Donc, ça va être des petites infractions, des petites omissions, etc. Ensuite, on va retrouver donc l'article 411 du Code des douanes. C'est toute irrégularité qui a pour but d'éluder ou compromettre le recouvrement quelconque d'une dette, d'une taxe ou d'un droit. Ça, c'est plutôt assez commun. Et on va retrouver aussi en troisième classe, donc l'article 412, toute fausse déclaration dans l'espèce, valeur, l'origine de la marchandise exportée ou importée, toute fausse déclaration sur la destination du destinataire réel, etc. Toute importation également sans déclaration de marchandises non prohibées. Voilà, donc là, on est déjà un peu plus élevé. On est sur une contravention de troisième classe. On va voir juste après les sanctions. Et enfin, les délits douaniers, parce que ça peut être des délits. Vous avez bien évidemment importation, exportation sans déclaration de marchandises prohibées. Donc, ce qu'on entend par marchandises prohibées, c'est pas forcément des marchandises illégales type drogue ou armes, etc. C'est des marchandises qui peuvent être réputées prohibées parce que voilà, on n'a pas importé avec la bonne licence, etc. Donc, ça va au-delà du simple cas intrinsèquement de la caractéristique de la marchandise. Vous avez aussi des faits commis intentionnellement, etc. Donc voilà, plusieurs types de délits douaniers. Et donc, quels sont les risques en pratique lorsqu'il y a une infraction qui est constatée par les services douaniers? Vous avez forcément le paiement des droits, douane et TVA à l'importation qui sont éludés. Donc, vous avez un redressement. Donc, ça, c'est que pour l'importation, forcément. 2, vous avez des pénalités. Et les pénalités, ça peut être très cher, puisque on voit pour le 411, par exemple, on a 1 à 2 fois le montant des droits et taxes éludés. Pour le 414, ça peut aller 1 à 3 fois le montant des taxes de la valeur de l'objet de la fraude, donc des marchandises, la valeur des marchandises, plus 3 ans d'emprisonnement. Ça peut monter jusqu'à 5 ans, 10 ans d'emprisonnement selon les cas, les faits. Donc attention à ces cas-là. Et vous avez bien évidemment des intérêts de retard lorsque vous avez eu un redressement. Les intérêts de retard divergent selon si c'est des droits de douane ou de la TVA à l'importation ou des contributions. On vous a mis les taux pour information. Et sachez qu'avec la douane, il y a toujours la possibilité, souvent la possibilité de transiger. Donc transiger, ça veut dire quoi? Conclure une transaction avec l'administration des douanes pour clôturer le dossier, clôturer le contentieux. Mais cette transaction, elle va uniquement porter sur les pénalités. Donc, si vous avez une infraction qui est constatée, qu'il y a des droits qui sont dus,
le redressement, il est dû. Il est non négociable. Ce sont des ressources propres de l'Union européenne. Donc, les autorités douanières françaises ne peuvent pas y renoncer. Par contre, les pénalités, ça, c'est négocié. On vous a mis les risques qui sont théoriques, qui sont prévus par le code douanier, le code des douanes nationales, mais en pratique, ils sont bien moindres. On vous rassure, hein, la peine d'emprisonnement, elle est vraiment très rare, heureusement. Et on va être plutôt sur des pénalités de l'ordre de 20-30% des droits ou taxes éludés. Et ça, c'est vraiment une négociation qui s'engage avec l'administration selon la bonne foi de l'entreprise, les faits, est-ce qu'il y a récidive, etc. On prend en compte pas mal d'éléments pour déterminer ce montant des pénalités. Pour information, il y a des prescriptions civiles, du coup. Donc, quelles sont-elles? Jusqu'à quand l'administration des douanes peut venir me redresser? La réponse pour les droits de douane, c'est 5 ans. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien conserver toutes ces importations, tous ces dossiers d'importation pendant au moins 5 ans. Et nous, on recommande 10 ans. 10 ans, pourquoi? Parce que la prescription peut être ramenée jusqu'à 10 ans et elle peut l'être plutôt facilement. Donc, attention à ce point-là. Pour tout ce qui est TVA à l'importation, taxe nationale ou contribution directe, on sera sur une prescription de 3 ans environ. La douane peut recouvrer pendant 4 ans, donc ça, c'est des détails. Et pour ce qui est prescription pénale, donc ce qui est vraiment la poursuite de l'infraction pénale, on est sur un délai de 3 ans pour des contraventions et 6 ans pour délit douanier et contribution indirecte, donc les délais de droit commun. Donc effectivement, vous pouvez, lorsque vous avez une infraction qui est commise, vous pouvez en rester sur le volet civil avec simplement des redressements, ou ça peut être aussi emmené au tribunal correctionnel, etc., si la douane a décidé de déclencher vraiment ce volet pénal. Voilà. Stan, est-ce que tu avais des commentaires ou... Non, peut-être simplement rappeler, on l'a dit dans le chat, hein, qu'effectivement, on abordera ces sujets qui sont toujours un peu crispants sur le contrôle et le contentieux douanier, les risques en particulier au cours d'un prochain webinaire. Peut-être rappeler aussi que un contrôle douanier suspend la prescription, donc en réalité, les 5 ans peuvent s'étendre sur une période plus longue. Là, c'est bien la prescription sur les droits de douane dont on parle, mais encore une fois, on abordera ça plus en détail au cours d'un prochain webinaire. Et peut-être rappeler aussi que effectivement, la pratique de la transaction est courante, mais vous avez aussi le droit de vous défendre, notamment si vous êtes certain de votre argumentaire, et ça peut donner lieu à un contentieux, mais il n'est pas rare de gagner des contentieux douaniers. On le voit dans les commentaires de jurisprudence que l'on fait à partir de notre veille mensuelle. Certains arrêts, on les défend nous-mêmes, donc on les connaît, mais d'autres que l'on commente, et ça permet de suivre justement les évolutions du contentieux douanier dont on parlera une prochaine fois. Merci Tiffaine, Anaïs, je ne sais pas si je vous laisse le mot de la fin, évidemment. Merci à tous. Je vais donc conclure pour remercier du coup tous les participants. Si vous n'avez pas d'autres questions. Alors, si on aurait visiblement une question de Madame Reynaud. Alors, elle demande, vous avez parlé des subventions, comment cela fonctionne? Alors, les subventions. En fait, les subventions, c'est au niveau international, vous avez c'est réglementé pour aider la liberté de commerce international. Vous avez des subventions qui sont considérées comme légales ou illégales. Quand on parle, c'est un peu comme la pratique du dumping. En fait, la pratique du dumping, c'est un pays ou du moins une société vient dumper ses prix, donc les baisser à une valeur en dessous du prix de marché. Ça, c'est contraire au principe de l'OMC et du coup, en réponse à cette politique, on a le droit de mettre en place des droits anti-dumping. Pour les subventions, c'est pareil. Lorsque vous avez un État qui subventionne illégalement une entreprise ou un secteur d'activité, alors illégalement, c'est parce que ça ne remplit pas les critères de l'OMC, donc illégalement au regard des règles de l'OMC, vous avez le droit, par exemple l'Union européenne, a le droit de mettre en place en réponse à ces subventions illégales des droits qu'on va appeler compensateurs, donc anti-subvention. Le meilleur exemple qu'on a, c'est le conflit entre Airbus et Boeing. Boeing avait considéré que Airbus subventionnait, que l'Union européenne subventionnait illégalement Airbus, donc il a mis en place des droits compensateurs. Et de même, en réponse, l'Union européenne a considéré que les États-Unis subventionnaient illégalement Boeing et donc a mis en place des droits compensateurs. Donc c'est vraiment compenser ces subventions qui sont considérées comme illégales, puisqu'en fait elles remplissent pas les critères et du coup les prix ne correspondent pas à des prix de marché et donc on vient compenser
C'est pour ça que ça s'appelle compensateur. On vient compenser cette subvention, cette baisse finalement de prix, avec des droits, additionnels. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Je vous en prie. Visiblement oui. Bien. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Encore quelques secondes. Bien. Merci du coup pour, votre participation. Merci, au cabinet d'avocats, Lighthouse LHLF, Tiffaine et Stanislas. Voilà, donc le webinaire se termine ici. D'autres webinaires, seront à venir sur le même thème avec les mêmes intervenants que vous avez donc ici en décembre notamment, 13 décembre et 7 février 2025. Le webinaire, ce webinaire-ci sera donc diffusé sur la chaîne YouTube de l'association d'ici quelques jours. N'hésitez pas à consulter la chaîne YouTube de Alpes Supply Chain. Merci à tous. Merci beaucoup.